Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi veille de week-end. Merci d'être avec nous. JT des territoires dans un instant, qui est réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis territoire d'info avec l'invité politique. Ce matin, c'est David Cormand. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi veille de week-end. Merci d'être avec nous. JT des territoires dans un instant, qui est réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis territoire d'info avec l'invité politique. Ce matin, c'est David Cormand. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi veille de week-end. Merci d'être avec nous. JT des territoires dans un instant, qui est réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis territoire d'info avec l'invité politique. Ce matin, c'est David Cormand. C'est le député européen Europe Écologie Les Verts qui dirigeait ce parti jusqu'à présent. Enfin, territoire Sénat avec l'actualité parlementaire en troisième partie d'édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve dans un instant. Le JT des territoires, on commence avec la protestation contre la réforme du lycée et du bac dans l'Hexagone qui ont lieu aussi à la Martinique, où une centaine de copies du bac sont retenues par les professeurs. Une situation qui accroît encore le stress des élèves dans l'attente des résultats depuis 2 semaines. C'est un reportage de Yohan Boulard de VIA ATV Martinique, sur place, nos partenaires. Une partie de Uno pour ne pas penser aux résultats du bac. C'est un peu de stress, d'angoisse, un peu de tout en fait. À cela s'ajoute une donne supplémentaire. Des copies sont retenues par certains professeurs de l'académie, essentiellement des enseignants en philosophie, la matière principale de Anne. Ça fait quand même 2 semaines que nous attendons tous pour avoir les résultats, et de savoir qu'en plus de ça, il se pourrait que nous n'ayons pas nos notes. Je pense que ça rajoute un stress en plus, un stress qu'on avait déjà, et un gros stress. Ça va plus influer sur leurs notes s'ils n'ont pas leur note ou s'ils ont une mauvaise note. Tandis que nous, en ES, on a d'autres filières pour se rattraper. Ce retard pourrait aussi pénaliser les élèves pour leurs inscriptions en université. Sadia, la sœur de Anne, est partagée. D'une part, c'est pas très juste pour les élèves qui attendent leurs résultats, et d'autre part, c'est pas anodin non plus si les enseignants, et si à cette occasion-là, c'est pendant le bac en fait qu'ils tapent du poing sur la table, on va dire, parce que c'est pour faire avancer les choses, pour que les générations d'après en fait ne soient pas pénalisées. Car cette grève fait suite aux mesures du gouvernement dénoncées par certains syndicats depuis plus d'1 an. La situation en Martinique est un petit peu similaire à celle de la situation en France. Il s'agit bien évidemment de rétention de copies par un certain nombre de collègues qui sont grévistes et qui entendent lutter contre la réforme du bac, mais aussi la réforme du lycée. À ce jour, selon nos informations, il y a une centaine de copies qui sont encore retenues par les collègues, mais il y a quand même des pressions inacceptables qui sont effectuées par l'administration sur les collègues pour qu'ils puissent remettre leurs copies. Un bras de fer entre les administrations et les enseignants grévistes.
Le ministre Jean-Michel Blanquer assure que les résultats seront tout de même connus, quitte à se baser sur les contrôles continus de l'année. Une solution qui ne respecterait pas l'égalité des chances selon ce syndicat. C'est quand même assez ubuesque que le ministre en arrive là. C'est qu'il est vraiment en difficulté. Aujourd'hui, le ministre déclarait que ces notes seraient provisoires en attendant de récupérer les copies du bac. Il l'assure, la situation sera prise en compte et les résultats seront de toute façon en faveur des élèves. Et déjà les incendies de l'été. Hier, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, s'est rendu à Saint-Gilles dans le Gard, là même où un incendie avait dégradé plusieurs propriétés et habitations la semaine dernière. Il y a rencontré des sinistrés, leur a apporté son soutien. Alexis Kunz de Via Occitanie était sur place pour nous. Regardez. Vous avez vu le feu arriver jusque-là ou vous avez eu le temps quand même de partir? Enfin, vous avez été évacué avant que ça vienne Je suis arrivée et en fait, les voisins qui ont été... Il y a beaucoup d'humanité aussi et ça, c'est très beau. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, à la rencontre des victimes d'incendies dans le Gard. Géraldine habite à Saint-Gilles et vendredi dernier, elle a bien cru tout perdre. Quand le maire vous dit, là, c'est trop tard, il faut partir, c'est qu'on ne reverra plus la maison telle qu'on l'a vue, et finalement si. Donc c'est merci à la fois à l'humanité des gens qui ont été très proches pendant toutes les heures où je ne pensais plus rien avoir, mais également merci à toutes les forces de l'ordre qui sont intervenues ce soir-là. François de Rugy est revenu sur l'obligation de débroussailler pour les particuliers. sur les obligations de prévention qui ne seraient pas respectées, y compris les obligations de débroussaillement. C'est normal qu'il y ait aussi des sanctions quand les personnes ne veulent pas remplir des obligations qui sont des obligations de sécurité. Le débroussaillement est la mesure de prévention la plus efficace pour prévenir les incendies ou limiter leur propagation. Premier week-end de juillet avec le beau temps et les grandes vacances qui approchent. Dans le Vercors, on se prépare à accueillir de nombreux spéléologues en herbe. Cette activité attire chaque année toujours plus d'aventuriers, mais elle n'est pas sans risque. C'est pour cela que des exercices de secours sont organisés avant le lancement de la saison estivale. Mathias Araès de Télé Grenoble, notre partenaire, a embarqué pour l'un d'eux au gouffre berger. Regardez. Le Vercors grouille de cavités dont raffolent les spéléologues. Avec pas moins de 3000 cavités dont 150 sont des classiques, le massif isérois est un terrain de jeu pour ces aventuriers du souterrain. Alors quand reviennent les beaux jours, on se prépare à tous les scénarios. La saison de la spéléo va recommencer, les beaux jours reviennent, tout le monde le voit. Et il y a des possibilités d'accidents, parfois mortels, extrêmement importantes. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'entraîne pour aller les sauver. Environ une fois par an, un dispositif d'ampleur est mis en place pour tester matériels et équipes de secours. Dans ce cas-là, un spéléologue a fait une chute importante dans le gouffre berger à 700 mètres de profondeur. Un sauvetage très technique et nécessitant une grande endurance. Il faut imaginer qu'on n'est pas en secours en montagne, c'est-à-dire l'hélicoptère ne peut pas venir treuiller la victime. Il faut la déplacer de main en main sur 700 mètres de dénivelé, dans des passages noyés, pas noyés mais très aquatiques. Donc ça veut dire qu'il y a des plongeurs qui sont dans l'eau froide, dans des passages étroits et dans des passages verticaux. Dans le plus grand fait 45 mètres à peu près. Si le théâtre des opérations est le site, le PC Sécurité est le centre névralgique des décisions. Un lieu en ébullition où toutes les équipes doivent apprendre à travailler ensemble malgré l'urgence. Sur, je dirais, la partie aérienne, en l'occurrence là ici, c'est la même chose. On organise, je dirais, un commandement, des transmissions. Il y a une organisation à mettre en place en interservice et il faut que tout le monde soit rompu à ces exercices-là. Les principaux risques en spéléologie restent les intempéries. Le dernier grave accident en Isère remonte à 2017. À Crolles, un spéléologue de 36 ans avait perdu la vie. Au moment où l'on parle beaucoup de difficultés dans le secteur de l'enseignement, certains pensent et développent le Collège du futur. C'est la nouvelle mission que s'est donnée le département de l'Essonne, à la clé des aides financières et un dispositif de réflexion où élèves et acteurs pédagogiques pourront proposer leurs idées. Plus de détails avec Yamina Bendaïda de Via Grand Paris, notre partenaire. Le conseil départemental de l'Essonne doit s'engager sur la mise en place d'une aide financière pour développer le collège du futur. Le but, adapter les collèges anciens aux transformations pédagogiques et éducatives et créer de nouveaux collèges pour faire face notamment à l'augmentation du nombre de collégiens dans les prochaines années.
Le constat que quand les projets viennent d'en haut, ils sont parfois la communauté éducative peut avoir du mal à s'en imprégner. L'idée là, c'est d'accompagner les démarches des établissements. Un projet qui naît de la concertation entre élèves, enseignants, équipes de direction. C'est là que nous voulons soutenir les équipes. Donc les projets viennent du bas et nous les accompagnons financièrement. Au total, 450 millions d'euros seront alloués à la construction et à la rénovation des bâtiments. Et 250 000 euros par an seront débloqués pour accompagner Mon Collège du 21e siècle, le nom du dispositif, et permettre aux différents acteurs de l'éducation de proposer des idées pour le collège de demain. Ça peut être une aide apportée sur de la rénovation, de la réhabilitation, une cour, un CDI plus dynamique, un CDI innovant, ou ça peut être l'aménagement d'une salle en mobilier innovant, et ça peut être également l'accompagnement d'enseignants sur des techniques pédagogiques innovantes pour l'avenir. Donc l'idée, c'est d'accompagner les établissements à la fois en termes d'investissement avec une enveloppe de 200 000 euros et en fonctionnement à hauteur de 50 000 euros. Donc c'est un programme annuel, donc chaque année, ces sommes seront bien entendu reconduites. Le dispositif pourra commencer dès 2020. 8 nouveaux collèges doivent voir le jour. 7 vont connaître des travaux de réhabilitation. En 2025, 64 580 collégiens feront leur entrée en 6e en Essonne. C'est plus de 4 000 collégiens de plus qu'aujourd'hui. Voilà, regardez, écoutez bien ces chiffres. Il suffit d'une seconde pour fabriquer un sac plastique, mais jusqu'à 400 ans pour qu'il se décompose. Véritable fléau, on les trouve pourtant encore partout. Et chaque année, un Européen consomme en moyenne 175 sacs plastiques. Direction le marché Noailles à Marseille, avec l'association France Nature Environnement et la start-up Sakekeo, partie à la rencontre des commerçants et usagers qui en consomment beaucoup. Regardez, Florent Giroux de Provence Azur TV était à leur côté. Sur le marché de Noailles, comme dans beaucoup d'autres, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mettre ses fruits ou ses légumes dans ces sacs plastiques est une routine bien ancrée pour les usagers. L'association France Nature Environnement est venue à la rencontre des Marseillais et des commerçants pour échanger sur la question. Car même s'il est interdit depuis le 1er juillet 2016, sur les étals du marché de Noailles, le sac plastique à usage unique est roi. Oui, je continue à en avoir. Alors, je mets dans les sacs papier. Et ensuite, je mets dans les sacs plastiques parce que les gens ne sont pas encore éduqués, entre guillemets. Et il y a très peu de personnes qui viennent avec leur propre cabas. Et puis dans la mentalité des gens, il faut un sac plastique. Quoi. Et en effet, les usagers ne sont pas très nombreux à faire leurs courses munis d'un sac réutilisable. Mais comment je fais dans le chariot? Ça va tout s'écraser sans ça. Je m'en sers pour faire la poubelle. Avec mon cabas là, pour faire mes courses, voilà. Et je le donne au monsieur pour éviter justement qu'il me donne un sac plastique. Voilà. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh oui, des années. Mais pour la plupart des commerçants, le plastique est avant tout une solution très économique. Les sacs plastiques à la base sont moins chers, c'est pour ça. Il n'y a pas à part ça. Ils ne sont pas chers. Les sacs en papier, c'est un peu cher par rapport à les clients. Nous apprenons que ces commerçants dépensent tout de même chaque jour une quarantaine d'euros pour distribuer ces sachets aux lourdes conséquences pour notre environnement. C'est des sacs qui sont polluants parce que c'est du plastique, donc forcément en fait, c'est issu de pétrole. Donc au niveau déjà de la production du sac, c'est déjà un impact assez important. Et après, le principal problème, c'est que le plastique se retrouve parfois dans la nature, même souvent d'ailleurs. Et en fait, il se divise en microplastiques. Et on se rend compte maintenant que tous, on consomme 5 grammes de plastique par semaine, sans le vouloir, à travers la chaîne alimentaire et l'air qu'on respire aussi, puisque le plastique, il va aussi dans l'air qu'on respire. À Marseille, des solutions locales émergent. C'est le cas avec la jeune start-up Sakekeo, venue présenter aux commerçants une alternative aux contenants plastiques, avec ses sacs en papier recyclable et biodégradable, entièrement financés par la publicité. Sur une face, on a des annonceurs. Et sur l'autre face, on a des PME régionales comme Réseau Émile et Avon qui font du partenariat RSE. Distribuer gratuitement des sacs aux commerçants. Une quarantaine de commerçants marseillais ont déjà adhéré à cette solution proposée par Sakekeo. En Europe, 87 milliards de ces sacs à usage unique sont encore distribués chaque année. Voilà, l'opération Réussir ensemble expose 28 visages d'apprentis artisans dans le passage souterrain de la gare de Metz, organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle à l'occasion des 120 ans. Et de ces 120 ans, l'installation a été labellisée par l'artiste contemporain JR, bien connu des amateurs d'art, une façon de changer l'image qui entoure la pratique de l'apprentissage et d'attirer la jeunesse. Et c'est Giovanni Di Legami de Via Mirabel qui s'est rendu sur place pour nous.
Ils ont entre 15 et 24 ans et sont les nouveaux visages de l'apprentissage en Moselle, dans ces photographies qui tapissent les murs du passage souterrain de la gare de Metz. 28 portraits noirs et blancs dont l'expression déterminée se passe de discours. On voit ces jeunes, quand on les regarde, ils ont un sourire, ils ont un regard tout à fait ambitieux et ça prouve bien qu'on peut être épanoui par le travail. Et l'idée, c'est de effectivement passer le message, venez rejoindre cette famille artisanale qui offre un potentiel énorme d'offres d'emploi et de possibilités d'épanouissement professionnel et personnel. Par son aspect humaniste, cette initiative de la Chambre des métiers et de l'artisanat a séduit l'artiste JR, qui l'intègre à son projet d'art participatif Inside Out. En fournissant ses impressions grand format à exemplaires uniques, le célèbre street artiste confère à l'installation un véritable statut d'œuvre d'art éphémère. Une opération engagée dans le cadre des 120 ans de la Chambre qui annonce parallèlement la diffusion d'un magazine mettant en valeur la relation particulière entre l'artisan et son apprenti. Culturellement, on a laissé passer en France un message qui était « Seules les études longues amènent une garantie pour l'emploi ». Or nous, on démontre exactement le contraire. Les études courtes, mais appliquées à la vie de l'entreprise, garantissent à 83% une insertion professionnelle immédiate après la fin de la formation. Et ça, aucune autre voie de formation ne le propose. L'apprentissage se présente aujourd'hui comme un parcours de réussite, offrant des opportunités variées dans plus de 250 métiers d'artisanat et 16 000 postes à pourvoir sur la région Grand Est. Voilà, on continue. La revue des unes de la presse quotidienne régionale est au programme maintenant. À tout de suite. Saveria, on commence avec la une des dernières nouvelles d'Alsace ce matin. Eh bien, c'est le baccalauréat, évidemment, qui est à l'épreuve. Jean-Michel Blanquer l'a promis, tous les candidats auront leurs résultats ce matin. Pourtant, hier soir, c'est 30 000 copies qui n'avaient toujours pas été rendues. La solution trouvée par le ministre, remplacer les notes des copies retenues par les enseignants grévistes par des notes de contrôle continu. Une évidente rupture d'égalité pour les syndicats. Les jurys du bac ont été perturbés par des professeurs grévistes qui protestent contre les réformes du bac et du lycée prévues par le gouvernement. À la une du courrier Picard, c'est l'école qui est vraiment finie, ça y est. Et pas uniquement, car c'est la fin de l'année en Picardie. 43 écoles ferment définitivement leurs portes. Elles ne rouvriront pas à la rentrée. Au total, ce sont 400 écoles sur le territoire qui mettent la clé sous la porte. Une situation dénoncée par les élus locaux qui parlent d'une politique de regroupement forcé de la part du gouvernement. Les syndicats, eux, dénoncent une politique de remplissage des classes. Ces fermetures sont en tout cas lourdes de conséquences pour les petites communes rurales. Et à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de Nouvelle-Aquitaine, ce sont les préparatifs du G7 qui auront lieu à Biarritz. Voilà, c'est un dispositif exceptionnel que prévoit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en vue du sommet du G7 à Biarritz fin août. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier. Il annonce une sécurité hors norme pour assurer la protection des grands de la planète après une année marquée par les débordements des casseurs. Cette question de la sécurité du G7 est cruciale. 4000 participants, 2500 journalistes sont attendus. Un contre-sommet est également organisé à Bayonne et à Hendaye. Alors, Libération Champagne, on est dans le journal des territoires. Petit bateau, mais bébé en mode avion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire un peu cocasse. Un bonnet et une couverture pour protéger les bébés des ondes Wi-Fi et des smartphones ont récemment été commercialisés donc par la marque Petit Bateau au nom du principe de précaution. Certains crient au marketing opportuniste. Là où la science, elle reste sceptique. Comment réduire les ondes autour de votre bébé? La marque aurait donc trouvé la solution en proposant ces produits qui contiennent un fil d'argent capable, selon la marque, de bloquer 99,5% des ondes. Sur les réseaux sociaux, les internautes crient à l'arnaque. Et on termine avec la une de Vaucluse matin et Avignon, qui est évidemment en ébullition. Et c'est parti, le rendez-vous du Théâtre International s'installe aujourd'hui avec la parade du Off dans les rues, le spectacle d'ouverture du In au Palais des Papes. Les deux festivals font de la Cité des Papes, font d'Avignon une place forte bien sûr de la création qui entend le rester. Plus d'1 million de visiteurs sont attendus dans les semaines qui viennent à Avignon. Est-ce que vous êtes in ou est-ce que vous êtes off, vous? Les deux festivals sont passionnants. Ouais, mais on ne peut pas faire les deux en même temps, ils sont pas aux mêmes heures. On peut alterner les spectacles. Merci Saveria, on vous retrouve pour l'actualité parlementaire in et off.
en fin Ignoff, d'édition. tout à l'heure, 8h30. Voilà, merci. Dans un instant, le Club de la Presse. Voilà, j'accueille deux nouveaux aujourd'hui. Luc Laventure, c'est juste la 360e émission que vous faites avec nous. Bonjour, vous représentez Outre-mer 360. Salut. Une télévision et un site internet consacrés aux Outre-mer. Vous aimez le rappeler, ils sont 13. Merci d'être avec nous. Et bonjour, Romain Gaspard, alors, un véritable jeune sur ce plateau, un nouveau. Pour moi, hein. Voilà. Mais vous savez, l'expérience, ça vaut tout. C'est le représentant de la Gazette des Communes sur ce plateau. Romain Gaspard, merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous d'un maire dont on retiendra le nom. Hein. Il s'appelle Louis Potrel. Sa spécialité, c'est la délivrance de cartes d'identité, de passeports en 48 heures dans l'urgence. Quand on sait la galère que c'est parfois de se procurer un passeport, notamment pour les gens qui partent en vacances, qui ont des billets d'avion calés et qui se rendent compte qu'ils l'ont perdu ou qu'il est plus biométrisé, comme on dit. Là, il y a un maire qui a trouvé une astuce, vous allez nous en parler, c'est dans les colonnes et sur le site internet d'ailleurs de la Gazette des Communes. Et oui, à qui c'est pas arrivé de découvrir quelques jours avant de partir que sa carte d'identité est plus valable ou qu'on la trouve plus. Et les délais dans les métropoles sont assez longs. À Paris, c'est 2 mois, c'est hyper long. Et donc, ce maire a décidé de garder dans sa petite commune, et c'est assez rare, 700 habitants. C'est Le Ferret, en Ille-et-Vilaine, le service qui s'occupe des cartes d'identité. Et il propose, dans un délai de 15 jours en moyenne, et en particulier quand c'est pressé, 48 à 72 heures. C'est très rapide et c'est intéressant parce que c'est l'un des rares. Et puis, juste après le mouvement des Gilets jaunes où on reprochait d'être un peu éloigné, enfin l'éloignement des services publics, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a des petits maires qui continuent à se battre et à défendre leurs services publics avec assez peu de dotation. C'est 9 000 €, 2 agents, et même le maire s'y colle et il dit c'est un acte militant et j'y crois. Alors Romain Gaspard, la question qui suit, c'est comment fait-il alors que les autres ne peuvent pas y arriver? C'est ça la question. Eh ben, c'est des choix budgétaires parce que l'État, donc en dotation 9 000 €, c'est quand même assez peu pour faire fonctionner un service, 2 agents, et donc il a mis la priorité là-dessus et il a décidé, et puis c'est aussi médiatiquement intéressant parce que ça met le flash sur sa ville. Bah oui, c'est... Louis Potrel, il s'appelle. C'est ça, en Ille-et-Vilaine, et puis c'est aussi, il est président de l'association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine du département, et donc c'est aussi un cadre des élus. Luc Laventure, en Outre-mer, combien de temps, des délais pour avoir un passeport? Long, très long. Très long, comme sur le territoire, comme dans l'Hexagone. Ouais. Mais je retiens... Vous voyez intéressé, à mon avis, vous l'avez perdu plusieurs fois, parce que je vous voyais très intéressé. Et ça a été vraiment une vraie galère, parce qu'on s'en aperçoit véritablement l'avant-veille du départ. Avec en général un billet bloqué, avec pénalité. Alors, il faut absolument tout payer pour en avoir un autre. Ouais, la galère. Absolument. Alors, on reviendra vers vous dans un instant, Romain Gaspard. La vie chère dans les Outre-mer, on dit les Outre-mer, il y en a 13. C'est vrai partout? C'est vrai partout. C'est vrai partout et c'est un vieux serpent de mer. Pourquoi c'est plus cher? Alors, et puis là, il y a disparité, parce que franchement, les Outre-mer sont la France. On va voir d'abord l'écart de prix. L'écart de prix est entre 16 et 30% pour les produits alimentaires. C'est-à-dire que dans le panier de la ménagère, comme on dit, c'est très, très important. La deuxième chose, ça impacte véritablement le climat social. Souvenez-vous, 2009, à la Martinique et en Guadeloupe, plus de 4 semaines de jours de grève. Ça a été très, très important. Et puis, récemment, au mois de décembre, à La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, le gouvernement avait promis, effectivement, de prendre ce problème à bras-le-corps. Et il a missionné l'autorité de la concurrence, présidée par Mme Isabelle Da Silva, de regarder un peu ce qui se passe. Alors, voilà. Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui impactent cet écart entre... les prix outre-mer et les prix... Une question avant que vous rentriez dans les détails. Pourquoi ces produits de consommation courants sont plus chers en outre-mer? Il y a une question de transport aussi? L'éloignement, donc les transports et puis les acteurs qui constituent la chaîne de distribution. Et effectivement, la première chose que l'autorité... Il y a les marges qu'ils prennent? On peut dire ça comme ça aussi, comme diraient certains. L'autorité de la concurrence pointe du doigt le recours aux grossistes importateurs qui influent sur les produits de grande distribution. C'est le point fort. Deuxième point fort pointé du doigt par l'autorité de la concurrence dans l'analyse de la structure de prix, ce qu'on appelle l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe qui a été inventée il y a
plusieurs dizaines d'années, pour pouvoir donner par les collectivités locales, pour protéger justement la production locale par rapport aux produits qui arrivaient de métropole. Mais ça marche? Et ça marche. Mais la production locale, elle ne produit pas forcément des produits de première nécessité, j'allais dire. Mais il faut jouer sur le delta, c'est-à-dire faut-il mettre un octroi de mer important, plus important, trop important, et effectivement des négociations vont se faire vont avoir lieu dans les mois qui viennent avec les collectivités locales pour pouvoir voir comment on va travailler là-dessus. La troisième chose qui est importante, c'est qu'ici on bénéficie d'une véritable concurrence de l'e-commerce. Or l'e-commerce ne fonctionne pas outre-mer dans la mesure où les plateformes en général ne livrent pas outre-mer. Donc elles sont préservées d'une certaine manière de ce commerce qui ici a un essor extraordinaire. Qui a fait irruption au cours des dernières années ici dans l'Hexagone. Et elle va arriver en outre-mer? Elle va arriver fatalement. Et alors on y est préparé ou pas? On y est préparé, mais je pense que... Parce que ce que je dis peut paraître hallucinant. On sait par exemple que les Antilles sont très près de Miami. Et les États-Unis, évidemment, l'e-commerce y explose depuis plusieurs années. C'est même un des gestes courants. On commande même ces courses au supermarché sur Internet. Mais vous allez chercher un clou. Et donc, les Antilles sont protégées de ça? Elles ne sont pas protégées de ça. Elles sont, au contraire, elles pâtissent de cela. Puisque, effectivement, si vous avez besoin de n'importe quel produit, un stylo, n'importe quoi, vous tapez et vous avez votre produit qui arrive chez vous dans les 24 heures, c'est un peu difficile pour les plateformes qui ne se sont pas, qui pensent que ce delta est moins important sur le plan de la quantité, mais fatalement, on va y arriver. Les grands acteurs qui vont arriver, c'est quoi? C'est Amazon, c'est tout ce qu'on connaît ici? Tout ce qu'on connaît ici. Et je pense que, effectivement, vous avez parlé de Miami, je pense qu'il y aura des plateformes qui vont s'implanter dans des grandes métropoles dans les 3 océans, et effectivement, je pense que la concurrence va devenir un peu plus rude. Vraiment intéressant ce qui peut se passer. Merci. Ça peut être un avantage d'avoir dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, ces morceaux de France? Mais nous sommes dans le monde moderne. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que l'e-concurrence, déjà au niveau du digital, on s'aperçoit que les Outre-mer ont fait des progrès importants et sont quasiment à la pointe du digital, quand on s'aperçoit que, notamment en Polynésie, ils ont une agressivité là-dessus, à La Réunion, etc. Donc je pense qu'on va y entrer dans les mois à venir. Défenseur des départements et territoires français ultramarins. Merci Cyril. Plateau chaque fois. Romain Gaspard de la Gazette des Communes. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'actualité ensemble. Tout de suite, la météo des territoires, ça va vous plaire Luc Laventure, il y a la météo de tous les Outre-mer. Tous les Outre-mer. Parfait. Voilà, on la regarde ensemble, on se retrouve après. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà. Dans un instant, c'est le Zap Monde, avec des polémiques aujourd'hui. Parade militaire de Donald Trump à l'occasion de la fête nationale américaine, qui fait polémique. La Polynésie française, avec un industriel australien qui veut reprendre l'exploitation du phosphate là-bas. Et en Polynésie française, ça fait polémique avec les écologistes. Enfin, l'Angleterre, une statue égyptienne dans un musée à Londres qui veut être récupérée par l'Égypte. Et ça fait polémique aussi. On se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.
À Washington, les festivités battent leur plein. Porte-drapeau, militaires, musiciens, oncle Sam et la cerise sur le gâteau, un aigle gonflable. Donald Trump a eu la parade inoubliable qu'il voulait. Et il n'a pas manqué d'exalter ses supporters malgré les intempéries. Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique. Nous célébrons notre histoire, nos habitants et les héros qui ont défendu le drapeau, les braves militaires américains. Nous avons besoin d'argent pour construire des logements abordables. Je pense que nous avons besoin d'argent pour reconstruire nos infrastructures. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons besoin d'argent pour faire défiler des tanks au centre-ville de Washington. D'un acte patriotique, cette paire de chaussures Nike spécialement imaginée pour la fête nationale américaine est devenue polémique. Les raisons ? Le Betsy Ross Flag frappé sur le talon, cet ancien drapeau américain de l'époque de la Révolution. Mais cette version composée d'un cercle de 13 étoiles, contre 50 aujourd'hui, a longtemps été reprise par les suprémacistes blancs et le Ku Klux Klan. Elle fait aujourd'hui écho à l'esclavage. En pleine fête nationale, les spéculateurs parient sur le succès de ce modèle. Sur Internet, certaines paires s'envolent déjà pour plus de 2000 $. Une nature luxuriante, des falaises abruptes, la nature semblait avoir repris ses droits depuis 1966 et la fin de l'exploitation de phosphates. Bien que l'atoll emporte toujours les stigmates. Mais un industriel australien cherche à reprendre l'extraction de l'engrais qui avait autrefois fait la fortune de l'île. L'écotourisme ne rapporterait pas autant à l'atoll que l'exploitation du phosphate. Voici la tête de la Discorde, vieille de 3000 ans, 28 cm de haut, un portrait sculpté qui représente le dieu Amon sous les traits de l'enfant pharaon, le célèbre Toutankhamon. Mais problème, l'Égypte réclame sa restitution.